Bien, mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est notre réunion de rentrée sur le thème ô combien d'actualité, celui des financements, des nouveaux modèles de financement pour la santé. Donc, vous avez suivi, hein, comme nous, et vous êtes des praticiens tous, vous êtes dans des entreprises, certains dans des ONG, d'autres, vous êtes au cœur certainement, tous ces sujets. Vous voyez le contexte dans lequel nous évoluons depuis le début de l'année, notamment avec les coupes américaines, dont on a beaucoup parlé, bien sûr, puisque ça s'est fait de manière, comme on dit, assez inattendue et avec des impacts évidemment très, très perceptibles sur le terrain. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'aide publique au développement, ça fait quand même un moment en tendance qu'elle baisse et qu'on est peut-être vers la fin d'un modèle progressivement. On a des spécialistes d'ailleurs de l'aide au développement avec nous, hein, qui pourront aussi à un moment donné prendre la parole. Mais ce qu'on voulait faire aujourd'hui, tout simplement, c'est vous donner la possibilité de partager avec des acteurs. Donc, j'ai invité pour cette commission, elle est avec nous, donc Amina Abou Khalil, qui est la administratrice générale de la Fondation Orange en Guinée. Et quand on dit Guinée, on n'a plus besoin de dire Conakry. Exactement. Avec qui on va parler notamment de comment les entreprises peuvent utiliser le levier de la RSE pour co-investir dans le renforcement des systèmes de santé. Elle nous dirait exactement tout ce qu'elle fait. Je pense qu'il y a un beau modèle là à explorer, puisque c'est un modèle qui s'inscrit dans un partenariat public-privé. Nous avons aussi avec nous en ligne Ingrid Etoke. Alors Ingrid qui est attachée aujourd'hui à la Fondation Gates, mais qui est une experte en matière de santé, hein. Elle est souvent consultée sur beaucoup de sujets avec qui on travaille pas mal sur ces différents sujets, notamment dans le paludisme. Elle a une grande expertise sur le palud. Et aussi alors Ingrid, elle nous rejoint depuis Londres et Ali Hatchier, qui est le directeur général de. Alors, vous connaissez certainement le groupe GGA, qui est un courtier, le groupement de gestion et d'assurance. Ali, c'est ça, hein, exactement, le sigle. Et tu vas aussi nous dire comment est-ce que les acteurs de l'assurance aujourd'hui sur l'accès aux soins et les solutions, quelles solutions peuvent être mises en place. Bien sûr, tout notre travail, c'est toujours de voir quel rôle les entreprises peuvent jouer dans les différents modèles qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, Étienne, je te laisse faire un petit mot d'accueil et puis on va passer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est bon là? Caméra suite. Bon. Bon, bonjour à tous et à ceux qui sont ici et à ceux qui sont à l'extérieur. Euh, Merci Eric d'avoir choisi ce sujet. C'est un sujet très important. Vous savez que nous, ici au CIAN, on plaide en permanence pour le développement des affaires et des investissements du secteur privé en Afrique. Et il y a bien un secteur qui peut être porteur, c'est celui de la santé. Et donc, on plaide beaucoup pour cela. C'est pas la peine de développer pourquoi. Enfin, c'est un secteur où il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que, il y a plusieurs conditions pour que ces investissements du secteur privé puissent se passer. Le premier, c'est la confiance et l'envie. Il faut que les entreprises, qu'elles soient africaines ou européennes, aient envie d'y aller. Donc ça, c'est le contexte général. Est-ce que j'accepte d'aller en Afrique? Est-ce que j'ai envie d'y aller? La deuxième condition, me semble-t-il, c'est qu'il faut qu'il y ait une réglementation. Il faut qu'il y ait une réglementation qui permette à ce système de fonctionner. C'est-à-dire que la réglementation n'empêche pas d'opérer. Et la troisième chose, c'est de trouver les financements. Ça, c'est difficile, puisque en général, les financements peuvent être élevés, mais pas toujours. Et ils sont assez souvent situés dans la fourchette entre 0 et 20 millions d'euros. Et c'est justement la fourchette qui est difficile à financer, puisque quand on a un financement de 6, 7, 8, 10 millions, c'est assez difficile. Les acteurs de l'aide au développement ne le financent pas et les banques privées sont un petit peu gênées parce qu'elles trouvent que c'est un peu petit. Donc c'est assez difficile, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors ensuite, il y a le sujet d'action humanitaire des groupes, c'est-à-dire des fondations, des sociétés, qui jouent aussi un rôle très important là-dedans. Et tout ça, ça fait un ensemble, me semble-t-il, où il y a beaucoup à faire, et aussi bien en termes de laboratoire, analyse, clinique, prévention.
digitalisation de la médecine. À mon avis, le champ est vraiment grand et donc il va falloir le financer. Donc il y a différentes formules. Il y a aussi le financement public qui continue à exister encore. Et puis il y a les fonds propres. Donc c'est tout ça qu'on va voir. Et donc bravo pour avoir trouvé ce sujet et l'explorer aujourd'hui avec nous tous. Donc je vous souhaite une bonne réunion. Merci Étienne. Et puis n'hésitez pas surtout dans la salle et ceux qui nous rejoignent aussi en ligne, quand on aura la place de discussion, à partager, à nous dire aussi ou à contribuer. Hein. Ça doit rester assez interactif. Alors, parce que j'ai eu une demande là-dessus sur justement la situation sur l'aide au développement, parce que tout l'été on en a parlé, et pour la santé, quelle est la situation? Donc, avant de passer la parole, j'ai 2, 3 minutes pour vous brosser un peu les quelques chiffres qu'on a pour partir d'un état des lieux aujourd'hui sur la santé, parce que la santé, c'est quand même un secteur qui reste largement financé par l'aide internationale en Afrique, avec toutes les contraintes qu'on connaît des pays en termes budgétaires, en termes de systèmes de santé qui sont généralement, il y a certes, beaucoup d'insuffisances, mais malgré tout, on voit bien que c'est un secteur dans lequel les entreprises, le secteur privé a beaucoup d'opportunités, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de solutions, dispositifs médicaux, innovation, etc. Et on va parler aussi de l'accès aux soins et des mécanismes de financement. Donc, si on fait rapidement un rappel sur d'où on part, puisqu'on a parlé beaucoup des Américains, voilà, en reprenant les chiffres du CAD, le Comité d'aide au développement de l'OCDE, quelle était la situation en 2023, quelle année de référence, bien sûr, par rapport à maintenant. Et on avait, vous voyez, 200, à peu près 200, un peu plus de 220 milliards de dollars. Et vous voyez la place qu'occupaient déjà les États-Unis en 2023. Et voilà donc comment se répartit. On a à peu près 7 pays qui se parlent, en gros, qui contribuent à 70% de toute cette aide publique au développement, États-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, France, et si on inclut le Canada et les Pays-Bas. Euh, En 2025, quelle est la part de cette APD, de cette aide publique au développement qui est à risque compte tenu des décisions et des annonces? Nous avons évidemment les États-Unis, hein, vous voyez qu'on est estimé entre 40 et 70% de cette aide. La France, on connaît le chiffre, c'est moins 30%. Le Royaume-Uni avait déjà commencé d'ailleurs, bien avant cette année, puisque depuis 2022, il y a une baisse de l'aide publique et de développement. Et on considère qu'aujourd'hui, on a un gap par rapport à 2023 qui est compris entre 40 et 60 milliards de dollars. Ça, ce sont les chiffres de l'OCDE. D'accord? Donc ça, c'est pour l'aide publique au développement général. Mais quand on regarde effectivement c'est quoi cette part de l'APD? Donc, ce n'est pas 223 milliards de dollars pour l'Afrique. Hein. Ça, c'est cette aide, cette part-là qui est imprimée, qui va à l'Afrique. C'est à peu près 20%, un peu plus de ces 223, donc c'est à peu près 48, ça c'était les chiffres de 2023, on ne va pas trop vite, et sur ces à peu près donc 48, maintenant on en est à moins évidemment, parce que ça c'est les chiffres de 2023, on doit être autour de 40, 42 maintenant sur 2025, voire un peu moins. 50% de ces fonds-là, donc dédiés à l'Afrique, vous voyez qu'ils allaient sur les secteurs santé et action humanitaire. Donc, il n'est pas étonnant que les ONG aujourd'hui et la plupart des acteurs qui bénéficient de cette aide soient en situation vraiment très, très critique et recherchent des solutions. L'aide américaine elle-même contribuait et, historiquement à une grande partie de l'aide d'urgence. C'est la moitié de l'aide d'urgence humanitaire globale et on estime que cette aide évitait à peu près 2 millions, un peu plus, de décès par an. À travers les programmes comme les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les programmes de vaccination, et à travers les actions d'aide humanitaire, on avait à peu près, on estime, 300 000 vies sauvées par ces financements. Donc, voilà la situation. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'est juste j'ai envie de dire, une mauvaise année ou une période qui s'ouvre et qui finira par se fermer avec le départ de l'administration qui est en place. Et la question, enfin, le sujet, c'est peut-être pas
il n'est peut-être pas conjoncturel, il est peut-être plus structurel, et d'où l'importance de chercher de nouvelles pistes. Donc, sur les nouvelles pistes, et c'est ça qu'on va explorer, alors, ça, je vais passer parce que ça, c'est des scénarios qui ne sont même pas réalistes, puisqu'on dit il faudrait, pour combler ce gap, que les pays qui sont en train de diminuer augmentent pratiquement de 50 à 60%, ce qui est absolument improbable. Donc, il y a différentes pistes de financement, il y a les différents leviers. Donc, il y a tout ce que font les banques aujourd'hui de développement des initiatives dont on va parler. On va essayer d'illustrer les choses de manière très concrète aujourd'hui. Ce qu'on appelle les fonds catalytiques aussi climat-santé, qui est on va en parler aussi avec Ingrid d'ailleurs. Et les fonds de la diaspora, qui sont un autre levier aujourd'hui de financement de la santé. Alors, plutôt tout ce qui est les banques de développement, ce sera tout ce qui sera infrastructure, les fonds de la diaspora, ça va être l'accès aux soins. Mais disons qu'on a un mix, et c'est ce que disait Etienne, c'est certainement pas un levier, une solution, mais un mix de plusieurs leviers. L'éco-investissement local, c'est très important d'explorer comment les entreprises aussi et certains acteurs peuvent mettre ensemble des fonds pour finalement aider à renforcer les systèmes de santé, financer l'innovation, la formation, l'achat d'intrants et l'assurance on va parler avec Ali de qu'est-ce que les assurances peuvent faire. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec donc Ingrid. Donc, Ingrid, si tu peux très rapidement nous dire comment est-ce que toi, en tant qu'experte, tu analyses surtout les pistes possibles, pas tellement sur le constat, mais plus aller sur quels sont les différents modèles aujourd'hui en dehors des grands fonds internationaux qui existent déjà et les initiatives en cours pour justement faire face à cette situation, pour qu'on démarre déjà sur cette première question. Très bien, merci, merci Eric pour l'invitation. Je suis très contente d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce groupe d'activités. Je vais rapidement rappeler mon parcours à l'audience. Donc, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique en travaillant dans des groupes comme Sanofi, Novartis et euh, en France et sur le continent africain. Et j'ai clôturé ma carrière dans le secteur privé en tant que directeur général de GlaxoSmithKline pour la zone Afrique centrale. Et il y a depuis presque une décennie, je suis à Londres. Et donc, sur Londres, j'ai décidé de passer dans la philanthropie, on va dire dans la santé publique. Et je travaille actuellement à la Fondation Bill Gates. Et je pense que cette ce scope assez large d'expérience m'a permis de voir différents modèles de fonctionnement et aussi d'appréhender quel est le bon modèle, le bon business model pour penser, euh, voilà, on va dire faire du business dans les pays émergents. Mon rôle à la fondation, c'est le market access. Globalement, c'est de discuter avec l'industrie, négocier des prix abordables pour les populations et pour des structures comme le Fonds mondial, mais tout en s'assurant que à long terme, leur business soit viable. Donc, pour faire simple, en général, ce sont des modèles qui sont basés sur le volume et sur le long terme, où on va faire, par exemple, des garanties de volume, où on va apporter des fonds catalytiques qui vont permettre aux entreprises d'anticiper les commandes, voilà, des grosses commandes sur 3 à 5 ans qu'on aura sécurisées pour eux. Et en contrepartie, donc on peut aussi financer certaines infractu- infrastructures et aussi parfois la recherche et développement. Et in fine, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant où le patient arrive à avoir un produit accessible, sécurisé dans la durée, accessible d'un point de vue prix, mais aussi d'un point de vue supply chain, c'est-à-dire continuité d'approvisionnement. Euh, mais aussi l'entreprise a de la sécurité, de la visibilité au long terme par rapport à son retour sur investissement et aussi un certain niveau de volume. Donc, j'ai bien compris la question, mais je voulais aussi rappeler le contexte de l'Afrique. Je pense que vous savez que le continent africain a une population estimée à 1,5 milliard en 2024, une projection à 2,5 milliards pour 2050. La moitié de la population du continent a moins de 18 ans.
certains pays comme le Niger, la population de moins de 18 ans représente 60%. Et à 2050, on estime que voilà, l'espérance de vie va augmenter et on aura à peu près 60%, on va dire peut-être même s'inverser, 60% de population de plus de 18 ans. Donc, dans ce contexte, le continent africain doit faire face à, euh, à supporter cette population jeune, ce segment pédiatrique, à l'accompagner, mais aussi accompagner la transition démographique parce que l'Afrique est aussi sujet aux mêmes maladies, hein, des pays développés avec cette transition démographique, avec les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, euh, l'obésité, le cancer, la démence et même les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, dans le contexte de diminution des fonds internationaux, principalement pour l'Afrique, il va falloir renforcer le financement domestique. Et c'est ce qu'on observe dans certains pays, comme le Nigeria était un des pays le principaux à agir le plus vite et à allouer 200 millions de dollars sur fonds propres pour pallier aux coupes. Donc, élargir la base fiscale, ça peut passer différentes options, encore des taxes, désolé, Ouais, désolé, mais il j'aime faut pas bien trop les taxes, financer. mais bon. Euh, euh, Ça dépend qui. donc, Oui, l'économie, la téléphonie mobile, je pense que la téléphonie mobile est une économie assez florissante. Euh, le tabac, l'alcool, et puis l'économie d'extraction, hein. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est une zone extrêmement stratégique par rapport à ses ressources minières. Elle a toujours été. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité pour l'Afrique voilà, de soutenir la compétitivité de son continent et l'accès aux soins en tapant, en, en- id- comment dire, en prenant l'opportunité de cette économie-là. ok, Suite, Ingrid, oui, oui, tu pointes un sujet. Je pense que comme on a évidemment pas beaucoup de temps, je sais qu'on doit oui. te libérer avant. Tu as pointé pour moi un sujet qui est très intéressant, c'est que tu as parlé de, évidemment, bon, des ressources domestiques et on l'espère qu'effectivement, au fur et à mesure les États africains, les gouvernements vont commencer peut-être à augmenter la part de leur budget consacré à la santé, mais pour l'instant, on n'y est pas. En attendant, tu as évoqué justement les fonds qui permettent de financer de l'infrastructure. Il y a un grand sujet actuellement sur la santé, c'est comment on produit localement des vaccins, des tests, des dispositifs, enfin peut-être pas des dispositifs médicaux, mais un certain nombre de produits essentiels de santé. Est-ce que les initiatives en cours aujourd'hui nous permettent de penser qu'on va vers quelque chose d'assez réaliste dans les deux, trois prochaines années? Sans parler de pays qui chacun va construire son usine, ça c'est pas réaliste, mais au moins avoir des grands hubs comme on en a un pour l'Afrique de l'Ouest sur le Sénégal et puis le Rwanda pour l'Afrique de l'Est. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te voilà, où on peut se dire il y a quelque chose, une perspective encourageante de ce côté-là. Ah oui, ça c'est très clair. C'est très clair qu'on voit une dynamique euh, avant et après Covid, donc où soudainement, en fait, voilà, la réalité était que le continent africain n'a pas d'infrastructure et a eu des ruptures d'approvisionnement de médicaments comme le monde entier, mais c'était vraiment encore plus sévère. Et surtout, était vraiment le dernier maillon de la chaîne en ce qui concerne l'accès du vaccin. Donc, c'est qu'il y a énormément d'initiatives en ce sens-là. Ça a commencé par le vaccin. Donc, ça a probablement pas commencé du bon côté, mais on voit vraiment une transition plus réaliste, avec une vision plus globale des opportunités dans la santé. Et quand on parle de l'industrialisation, il faut voir toute la chaîne, déjà tout le tissu de santé. Je voulais en parler, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Et je pense que M. Attier reviendra probablement dessus, l'opportunité de l'assurance, mais Hmm. aussi l'assurance différente, euh, vraiment toujours axée sur le volume. Et on voit des initiatives intéressantes. Je pense que
Eric, récemment, j'avais rencontré la créatrice de Soussou, Mm. et on pourra en reparler en ce qui concerne des fonds de la diaspora. Mais oui, en ce qui concerne l'industrialisation, euh, il y a clairement une volonté politique à la fois de faciliter l'installation des investisseurs. On voit des zones de libre-échange, par exemple au Nigeria, en RDC, en Côte d'Ivoire. Euh, près du port, donc pour faciliter aussi le commerce intracontinental. Et aujourd'hui, c'est un très grand débat en Afrique et c'est, en anglais, on dit the direction of travel, c'est la direction vers laquelle on est en train d'aller. Plus de commerce régional, aussi pour renforcer l'économie locale, renforcer les monnaies. Et les pays sont en train de s'ouvrir, notamment au niveau de visa, aussi pour faciliter tout ça et tout ce commerce intracontinental. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des opportunités aussi dans ces initiatives, évidemment, pour les fabricants, hein, de solutions, de médicaments, de tests, de vaccins. Tu as parlé de la chaîne d'approvisionnement qui est très importante, mais il se pose aussi la question du renforcement des systèmes de santé localement, parce que il y a besoin, une fois qu'on a ces produits, d'avoir des systèmes de santé qui fonctionnent, qui soient, comme on dit, résilients, avec des professionnels de santé formés qui, si possible, restent dans leur pays et ne repartent pas. Donc, on va aller sur ces sujets avec Amina. Ingrid, si tu as un dernier mot, parce que je sais que tu dois nous quitter parce que tu as tes collègues avec toi là, de passage, mais si tu devais nous dire peut-être un mot pour ce qui sera ton mot de la fin pour toi, mais qui pourrait nous laisser un petit mot voilà, dans la direction dans laquelle on pourrait aller, où on devrait pousser en tout cas pour avoir sur le terrain des modèles qui au Oui, moins je, fonctionnent je, et alors avec si, les entreprises. oui, si je peux donner euh, mon point de vue aux investisseurs, je pense que l'Afrique est une terre d'opportunités. Je pense qu'il faut voir long terme. Je pense qu'il faut être bien accompagné par les bons organismes. Aujourd'hui, je travaille sur un projet d'industrie de moustiquaires au Nigeria. On travaille avec des structures, des International Finance Corporation, comme la Banque européenne de développement. La Banque européenne de développement a, je pense, 80 millions d'euros alloués pour le développement des infrastructures de santé sur le continent. Il n'y a pas suffisamment de projets. Mais encore une fois, comme ça a été relevé en introduction, il faut une certaine masse critique pour aussi être éligible à ces projets-là. Pour ce fonds, on était environ à 10 millions d'euros. Donc, ce sont des prêts euh, relativement bas sur le long terme. Donc, il faut vraiment penser l'investissement, que ce soit pour les investisseurs, mais aussi pour les financeurs. Penser l'investissement dans la santé comme on pense l'investissement dans les infrastructures. Donc, le retour sur investissement sera sur le long terme, mais quand on regarde la démographie de l'Afrique et en fait, finalement, tout est à faire, Bon. euh, il faut trouver le bon modèle et Mais je pense il que faut je suis fournir très... aux investisseurs les bons business models, les bons modèles économiques et surtout des garanties et un cadre, comme disait Étienne en introduction, pour les encourager à investir. Parce que souvent, dans la santé, le modèle économique n'est pas très bien connu. Ça peut faire peur, déjà, de manière générale, et en Afrique, peut-être un peu plus sur la perception et qu'il y a peut-être des risques, pas tous avérés, mais il y a là un sujet. En tout cas, je serais ravi de te retrouver pour une autre réunion pour poursuivre cet échange. Tout commence maintenant, comme on dit, Voilà. et Je- il faudra commencer à suivre. oui, Faudra continuer à juste suivre. un commentaire sur le modèle. Il faut déconstruire le modèle. Il faut déconstruire le modèle. Euh, voilà, j'ai travaillé pour des structures françaises, américaines, plutôt anglo-saxonnes dans la façon de penser. Et je travaille avec les Indiens et des Chinois qui ont des modèles complètement différents. Donc, si on appréhende le marché des pays en voie de développement, ce n'est pas le même modèle que voilà qu'on peut espérer en allant vers les États-Unis ou la France. Il faut adapter son modèle aux réalités, à la démographie, mais aussi aux opportunités et à la vision sur le long terme que ça donne. Voilà.
Comment Merci. dérisquer aussi ces investissements? Ça va être un beau sujet peut-être dans la santé parce que c'est le sujet pour les prochaines réunions. J'ai vu aussi avec la Banque mondiale dans la santé. Donc, merci Ingrid pour ta contribution et bonne fin de journée. À bientôt. À Merci, au bientôt. revoir. Donc, Amina, avec toi, on va venir donc, sur ces sujets. Donc, localement, maintenant, comment est-ce qu'on bâtit quand on est Orange, qu'on a une fondation, qu'on a une stratégie RSE, qu'on met la santé dans les domaines prioritaires? Comment est-ce qu'on construit un partenariat public-privé avec un gouvernement en Afrique? Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Oui, bien sûr, avec plaisir. Encore merci pour l'invitation. Oui. Je commencerai par dire que, à rebondir sur un peu les propos de Monsieur Etienne, il faut déjà vouloir. Mhm. Il faut déjà vouloir. La Fondation Orange-Line est une fondation d'entreprise. Mhm. Elle porte l'engagement sociétal donc, de son fondateur. Elle agit dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la santé. Et pour ce faire, on doit s'inscrire dans la stratégie nationale. Quelles sont les priorités? Il faut déjà avoir envie, mais ensuite surtout s'inscrire dans la stratégie nationale pour aller répondre aux problématiques et aux besoins identifiés des communautés que nous servons, que nous accompagnons au quotidien. Euh, les sources de financement, notre bailleur nous octroie une enveloppe, Mhm. mais il va de soi que cette enveloppe n'est jamais suffisante. Tu peux nous la partager? Tu peux la rendre publique Oui, bien ou... sûr. En 2024, l'engagement budgétaire de la Fondation Orange Guinée s'élevait à peu près à 1,3 million d'euros. Mhm. Pour la santé, nous étions avec un projet exceptionnel à 800 000 euros. Mhm. Donc, ça, c'est juste du cash out. Mhm. Il va de soi que sur l'enveloppe, on a évidemment du cash out, donc de l'engagement cash, mais aussi il y a toute une partie qui n'est pas prise en compte, c'est la partie nature. Lorsqu'on va octroyer de la data ou pour la Mhm. digitalisation, on va s'appuyer sur le fondateur pour justement mettre à disposition la connectivité nécessaire. Donc, c'est ce Oui. mix-là qui nous permet donc d'accompagner certains projets, de les subventionner et donc de venir sur la table de discussion avec des partenaires que l'on identifie. Alors, au départ, il faut donc déjà avoir envie, ensuite, il faut imaginer le projet qui va permettre de répondre à une problématique posée et dans l'exemple pour nous concret, c'est celui donc de la caravane santé, qui est pour nous un projet qui traduit véritablement l'efficacité et la pertinence des partenariats publics-privés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une problématique, c'est le troisième âge, des maladies donc sont le diabète et l'hypertension qui ne Mhm. sont pas forcément adressées ou pas suffisamment adressées par le ministère de la Santé. Et On parle des autres bailleurs, ouais, où il y réseau a Bayer, tout tout simplement, simplement, d'ailleurs, qui oui. n'adresse pas forcément donc le troisième âge. On est Mhm. tous majoritairement sur la santé maternelle et infantile. Et là, pour nous, il était important, c'est vrai, d'agir pour les jeunes, pour les femmes, mais aussi ne pas oublier nos aînés, comme j'aime le dire, ceux qui sont gardiens de ce savoir, de ces valeurs qui les transmettent. Et donc, on a imaginé un projet. On a pu discuter longtemps avec le ministère qui a élaboré les termes de référence parce que finalement, ce que nous faisons, c'est nous venons en complément, nous accompagnons le système de santé, nous ne substituons pas à eux. Et, euh, et ensuite, il fallait trouver des bailleurs. Les bailleurs, c'est à notre image des structures, des entreprises qui sont engagées, qui ont envie aussi de contribuer et qui viennent alors soit avec des enveloppes ou alors c'est tout simplement leur expertise. C'est vraiment une approche modulaire. Chacun venant avec ce qu'il sait faire. Dans notre cas, Biogarant, c'était les médicaments. Dans notre cas, avec Santé Entreprise, c'est la caravane. Ensuite, par la suite, on a eu Sanofi qui est venu avec la formation Mhm. des gens de santé. Donc, le ministère, à travers le programme, c'était le suivi, la mise en œuvre, le pilotage. Et bien sûr, pour la partie digitalisation, on a eu encore une autre entreprise, La Place, qui est venue pour le suivi patient digitalisé, pour lequel donc, on octroyait donc, la data, c'est vrai, mais derrière, il y avait les cartes digitales patients. Donc, chaque, Donc, chaque chacun, patient a son dossier médical sur une carte exactement, qui permet de sur une suivre. carte et Ouais. qui lui permet donc à tout moment d'aller à l'hôpital. Mhm. Et on a tout l'historique du patient, donc vraiment une innovation pour nous. Mais ça nous garantit donc surtout un suivi patient Mhm. et de pouvoir, année après année, élargir la base et comme ça consolider les acquis, avoir des remontées d'informations qui peuvent être utiles pour le ministère. Donc le partenariat public-privé, c'est une des solutions que nous préconisons ou que nous apprécions fortement de la Fondation Guinée et qui fait une preuve. Alors, je crois que ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que c'est déployé à l'échelle nationale. C'est Mhm. pas qu'un projet local.
c'est vraiment au niveau des hôpitaux. L'impact, si tu peux nous donner déjà après 2, 3 ans bientôt, Oui, l'impact en termes de alors en 3 ans, bénéficiaires. on a pu, avec l'ensemble des partenaires, former un peu plus de 920 agents de santé. Mhm. En termes de personnes touchées dans le stage de masse, parce que ce qui se passe, c'est qu'on quitte Conakry, on va dans chacun des hôpitaux régionaux et ensuite on a pu en troisième année aller dans les hôpitaux préfectoraux. C'est un peu plus de 26 000 personnes reçues, Mhm. parmi lesquelles 18 000 sont suivies. C'est-à-dire que Donc dépisté, diabète, tout ça. dépistés, diagnostiqués, diabète et ou hypertension artérielle. Donc, c'est un impact colossal pour une enveloppe budgétaire autour de 600 000 euros. Ouais. Donc, ça, pour nous, ce sont des exemples concrets, des résultats qui sont factuels et qui justifient d'ailleurs que d'autres acteurs se mobilisent. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons restitué, nous avons partagé nos résultats et d'autres entreprises aujourd'hui, d'autres ONG veulent nous rejoindre pour la quatrième édition, dont l'UNFPA et l'OMS qui va nous accompagner. Donc, c'est en train de prendre une certaine envergure et ça montre la pertinence du modèle aujourd'hui. Un beau modèle qu'on va continuer à regarder, hein, parce que je crois que ça peut intéresser d'autres pays. Et surtout, tu as le rôle maintenant au niveau du patronat guinéen. Tu t'occupes en tant que vice-présidente de la partie RSE, ODD. Comment est-ce qu'on peut utiliser des plateformes d'ailleurs patronales dans les pays, des groupements, comme cadre pour mobiliser justement les entreprises plus sur ce sujet? Alors, ce qu'il Parce faut que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de mal, hein, c'est vrai. Non, non, d'être je le clair. reconnais. J'ai ce privilège d'être vice-présidente en charge de la RSE au niveau du patronat guinéen, donc la CGGI. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle RSE, en général, dans notre environnement, en tout cas pour la Guinée, c'était très réducteur, c'était surtout oui, la philanthropie. Donc, il faut déjà beaucoup de plaidoyer, beaucoup de pédagogie, Ouais. on va dire ça ainsi. Mm. Mais ma casquette en tant qu'administratrice de fondation me permet d'apporter des preuves concrètes de oui, c'est possible. Mm. Et aujourd'hui, le patronat guinéen, ce qui est bien, c'est qu'ils ont conscience des enjeux. Et tu parles un tout petit Et peu plus fort, parce que j'ai l'impression que ceux qui sont en ligne ne nous entendent très pas. bien, Ouais. ils ont conscience, on a Ouais. conscience des enjeux et des plaidoyers sont faits. En ce sens-là, d'ailleurs, en témoigne la mobilisation du patronat à la fois sur tout ce qui est protection sociale, sur couverture sanitaire. Donc, nous sommes partie prenante active sur l'élaboration, la mise à jour des textes de loi. Et parce que nous sommes conscients, d'ailleurs, au niveau du patronat, que malheureusement, c'est une réalité, 95% du secteur privé aujourd'hui, c'est de l'informel. Il faut les ramener vers le formel pour, à travers, entre autres, des centres de gestion agréés qui sont en train d'être mis en place, avec des facilitations fiscales, pour que ces personnes-là puissent être, entre guillemets, dans le champ de vision et puissent bénéficier aussi d'aide santé, de couverture santé. Après ça, il y a tout ce qui est trait à la loi sur l'investissement, la loi sur le contenu local, qui se veulent être des tremplins ou des assurances apportées au secteur privé quant à la pertinence d'investir en Guinée. Mm. Donc, les rassurer sur la nécessité d'eux. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut toujours avoir envie, Ouais. mais il faut surtout aussi avoir derrière, au-delà de avoir envie, c'est rassurer. Et mon rôle aujourd'hui, grâce à la Fondation Orange Guinée, c'est de montrer qu'effectivement, C'est possible. il est nécessaire d'avoir une politique RSE et que les programmes peuvent être mis en œuvre et s'inscrire dans la durabilité et la pérennité. Oui, sans rester dans des actions ponctuelles qui sont lendemain, parce que c'est beaucoup ça. Oui, On le voit dans la santé, on fait voilà, une petite action une année, et puis il n'y a pas forcément cette idée de pérenniser. Donc, ce qu'on exactement. retient, c'est cette ambition, en tout cas, d'avoir quelque chose qui soit pérenne, qui Mhm. soit multi-financement, enfin, du Exactement. co-investissement, où Exactement. chacun met, et dans un cadre de partenariat public-privé pour vraiment offrir une solution de prévention sur des maladies qui ne sont pas financées en fait Exactement. par d'autres bailleurs. Et ça, c'est concrètement ce que les entreprises font et peuvent bien faire. C'est vrai que si on peut encore plus capitaliser et partager ça, ce serait bien. Est-ce que c'est quoi les prochaines étapes du coup et pour ce projet? Si tu peux nous dire en 2, 3 mois avant qu'on passe à... Alors, les prochaines étapes, nous sommes en train de préparer la quatrième édition avec d'autres partenaires, donc l'UNFPA, l'OMS, la Croix-Rouge guinéenne qui nous rejoint. L'ambition, c'est d'aborder d'autres pathologies parce que ce qu'on s'est rendu compte malheureusement, c'est qu'il y a un rajeunissement du diabète. Donc, on n'est plus seulement malheureusement sur les 60 ans et plus de 103 ans, on est passé à presque 53 ans Ouais. en 3 ans.
avec un taux de prévalence beaucoup de femmes. Donc, il y a d'autres maladies qu'il faut toucher, donc l'obésité Mm. et les jeunes. Donc, l'idée, c'est que là, en 2026, Inch'Allah, comme on le dit, c'est qu'on aille plus loin avec non pas seulement une action ponctuelle terrain, mais tout au long de l'année, qu'on ait des rendez-vous phares qui pourraient être adressés à l'endroit donc des populations cibles, dépendamment des partenaires, parce qu'on tient compte des objectifs des partenaires, Oui, et inclure d'autres et inclure thématiques que le exactement, diabète y compris le et le paludisme. paludisme. Et Voilà. le Donc ça, paludisme. c'est vraiment ouais, très bien, mais ça fera certainement plaisir aussi à ceux qui nous écoutent. En tout cas, À à suivre, suivre à parce que suivre. c'est un beau modèle avec ce que les entreprises aussi européennes peuvent emmener, parce que Orange, il y a aussi le groupe dans le numérique, donc vous pouvez aussi emmener votre savoir-faire là-dedans. Exactement. Là-dessus, ben, merci Amina. On va passer Merci à on toi. va revenir de toute façon avec quelques questions, certainement aussi de la salle. N'hésitez pas à me noter, hein, parce que les questions que vous voulez poser, ceux qui sont en ligne aussi. Donc Ali, avec toi, on va aller maintenant sur aujourd'hui le sujet que tout le monde évidemment regarde, hein, c'est comment est-ce que des acteurs de l'assurance peuvent contribuer à financer non seulement la prévention, mais l'accès aux soins dans des pays où l'assurance maladie n'existe pas. Il y a quelques initiatives qui sont mises en place, mais toi, avec nous ce matin, je crois que tu veux nous partager ce qui est fait en Côte d'Ivoire, premier pays francophone d'Afrique de l'Ouest à mettre en place la couverture maladie universelle et surtout nous dire ce que toi, en tant que GGA, vous apportez. Merci Eric et merci Ossiane pour cette invitation. Alors je vais commencer par présenter le groupe GGA pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc GGA, c'est le groupement de gestion et d'assurance. On est un groupe spécialisé, un acteur de référence dans l'assurance santé et la gestion de frais médicaux en Afrique. Donc, c'est 50 ans d'expérience pour GGA. C'est une présence en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Mauritanie et bien sûr à Paris. Et on a deux bureaux, deux centres de gestion en Tunisie et à Beyrouth. Le GGA aujourd'hui, c'est plus de 50 000 assurés en Afrique, c'est plus de 60 000 prestataires dans notre réseau de soins. Alors, notre réseau de soins direct ou via des partenaires, que ce soit en Afrique ou à l'international. Donc, c'est plus de 200 pays de présence de couverture santé. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises et les particuliers, donc c'est des dizaines d'entreprises et des centaines et des milliers, on va dire, d'assurés qu'on accompagne dans la gestion complète de la santé. Donc voici un peu les chiffres à l'écran. Le GGA, c'est plus de 100 salariés, c'est plus de 300% d'augmentation du chiffre d'affaires en 5 ans. C'est un logiciel de santé 100% propriétaire. Nous nous distinguons par une gestion 100% digitalisée avec des espaces, des applications dédiées aux assurés individuels et entreprises, mais aussi pour les responsables des entreprises comme les DRH, comme les DAF. Et cette digitalisation nous a permis de réduire les délais de traitement, de remboursement et d'améliorer l'expérience des clients. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que en Côte d'Ivoire, 40%, généralement en Afrique, la moyenne est de plus de 33%, des dépenses santé sont engagées directement par les ménages. Donc, on voit qu'il y a un réel besoin de couverture santé et c'est ce que le GGA propose via nos produits d'assurance santé. Aujourd'hui, nous proposons tout type de couverture santé pour tout type de plafond et tout type de budget. Donc, que ce soit le low cost, l'assurance accessible, que ce soit le middle, le moyen de gamme, que ce soit le haut de gamme pour différents types de budgets, pour l'individuel et les entreprises. Nous sommes aussi des spécialistes du sur-mesure. Donc, nous ne sommes pas juste un courtier et un gestionnaire santé. Nous maîtrisons la chaîne de l'assurance santé depuis la conception de la solution en fonction des besoins du client, des garanties.
de la mise du setup du contrat avec l'assureur, avec le réassureur. Nous avons la confiance d'assureurs en Afrique et à l'international. Donc, nous maîtrisons cette chaîne-là depuis la conception de la garantie jusqu'au placement du risque chez les assureurs et les réassureurs africains et européens, jusqu'au suivi de la gestion. Donc, nous faisons les remboursements aux assurés et au réseau de soins. Nous comptons aujourd'hui, rien qu'en Côte d'Ivoire, plus de 1300 prestataires de soins entre pharmacies, hôpitaux, cliniques, laboratoires, officines d'optique, dentistes et tout. Et ça va en augmentant, ce qui permet un accès plus facile et plus large aux soins pour nos assurés. Donc ça, c'est un peu nos solutions. Donc en plus de la solution classique d'assurance, il y a des entreprises qui optent pour les régimes d'autofinancement, c'est-à-dire qu'elles décident de ne pas passer par l'assurance classique, mais d'allouer un budget aux santé de ses salariés, mais de confier ce budget à des gestionnaires santé, à un gestionnaire santé comme GGA. Donc, nous arrivons à optimiser ce budget-là. Donc, je vous donne un exemple. On a une entreprise à qui on a permis d'économiser 40% de leurs dépenses santé par rapport aux prestataires précédents, justement grâce à la gestion digitalisée, automatisée et à des outils de contrôle anti-fraude et anti-abus qui ont permis d'économiser énormément à l'entreprise. Donc, notre réseau de soins, notre réseau de prestataires est sélectionné selon des critères de qualité, d'équipement et de technologie et d'expertise médicale. Euh, donc, le modèle de financement, il y a le modèle de financement qui est par l'assurance classique, par les assureurs, les régimes d'autofinancement. Nous maîtrisons aussi, comme j'ai dit, la chaîne de la réassurance avec, on est parmi les premiers, on est le courtier, par exemple, le premier partenaire sur l'Afrique d'AWC, Alliance Worldwide Care, qui s'occupe de la santé. Sur l'Afrique, nous sommes leur premier partenaire. Euh, nos solutions digitales permettent même aux salariés des entreprises qui sont dans des régions reculées d'avoir accès aux soins via des outils digitaux comme la télémédecine qui évite de se déplacer. Oui. Donc, nous intervenons dans tout l'écosystème de la santé privée. Ce que je peux rajouter, alors, cette approche digitale permet de sécuriser la prise en charge des maladies chroniques, surtout, hein, il s'agit aussi des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, la tuberculose. Euh, je ne peux pas évoquer aussi toutes nos solutions sans parler, même si Amina l'a évoqué, de la prévention. Donc, nous, en partenariat avec Santé en entreprise, nous proposons aussi des solutions de prévention parce que si l'assurance santé intervient lorsque la maladie survient, la prévention quand même permet dès le départ de prévenir les maladies, d'éviter l'aggravation, que ce soit en termes médicaux ou en termes financiers. Bon, je ne suis pas trop les slides, hein, je suis en train de généraliser Donc, pour aller Ali, plus vite. je pense que tu pourrais comment dire, de continuer encore sur toute la palette de solutions très intéressantes. De toutes les façons, on aura ta présentation. Moi, il y a un sujet sur lequel je voulais te rebondir, surtout te poser une question. Tu as parlé de prévention. Est-ce que c'est rentable pour une assurance, pour un acteur comme vous, de financer la prévention? C'est souvent, on a beaucoup entendu, ça fait des années ça fait 10 ans que j'anime la commission santé. Océane. D'ailleurs, je profite pour dire que c'est une des seules organisations patronales qui a une commission santé. Il n'y a pas beaucoup. D'ailleurs, ça nous montre qu'on avait peut-être raison un petit peu avant d'autres de se dire que la santé était un sujet pas seulement social mais aussi économique que les entreprises avaient un rôle aussi à jouer. Donc, Ali, est-ce que tu peux nous dire, à partir sans nous donner forcément de chiffres, mais est-ce que c'est rentable d'investir dans l'assurance santé, surtout dans la prévention? Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd de l'argent? Alors, C'est clair.
C'est une très, très bonne question. Les assureurs, pour la plupart, ne font pas de la prévention. Nous le faisons aujourd'hui dans certains produits un peu, on va dire, moyens à haut de gamme. Est-ce que ça permet de gagner de l'argent? Je pense que oui, à moyen et long terme. Et je pense que ça a été prouvé pour les entreprises qui ont fait le choix de souscrire à des solutions de prévention hors assurance. Je parle comme Mhm. la caravane santé. On a prouvé par les chiffres que ça permet de réduire le coût à moyen terme et à long terme, le coût de la dépense. Ça permet d'augmenter la productivité. Donc, ça impacte positivement, puisque ça réduit l'absentéisme. Donc, forcément, ça augmente la productivité et voilà, ça permet un peu d'assainir. Et ça fait baisser la sinistralité des maladies type de justement redoutées, comme Et, celle dont on parle. et ça fait baisser la sinistralité. Ça permet vraiment de faire une veille de ces maladies chroniques, d'anticiper sur les dépenses et sur les solutions. Ben, formidable, ça va être un beau, bel argument pour aller chercher d'autres acteurs et leur dire que c'est intéressant d'investir là-dedans. Maintenant, comment est-ce qu'on passe à l'île d'une... il y a deux questions rapidement que je voulais te poser. C'est comment on passe d'un modèle qui couvre les salariés d'entreprise à un modèle beaucoup plus large pour les populations locales, c'est-à-dire dans le cadre de l'assurance de la couverture maladie universelle et comment vous vous inscrivez là-dedans aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. En Aujourd'hui, général, je pense de bonnes, mais j'espère ne pas trop te gêner en disant ça, en te posant cette question, mais est-ce que vous avez peut-être pas assez de recul pour ça, ou est-ce que vous êtes déjà inscrit dans ce cadre-là de la couverture maladie universelle? Parce que je disais, alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, les assurances privées viendront compléter l'assurance maladie universelle en termes de complémentaires, hein. L'une n'annule pas l'autre. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Les assurances privées ne viennent pas remplacer l'assurance universelle, mais au contraire, elles viennent l'accélérer, lui apporter de l'expertise. Aujourd'hui, ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait pour atteindre le plus grand nombre, c'est de passer par les moyens technologiques, numériques, le mobile money. On a une grosse opportunité en Afrique. On est les plus grands utilisateurs de mobile money dans le monde. Et le téléphone peut être un canal de distribution de ce qu'on appelle la micro-assurance santé, les produits de micro-assurance santé, qui sont plafonnés, c'est des petits plafonds avec des petits budgets qui permettent quand même de couvrir les risques de base, on va dire, pour les populations les plus vulnérables, pour les gens du secteur informel. La technologie aujourd'hui permet, de la même manière que la technologie a permis aux entreprises et aux salariés et aux privés, ceux qui sont assurés, enfin, les gens de la classe moyenne, à améliorer l'accès aux soins et on va dire, à fluidifier le process de prise en charge. Ça peut de manière plus large, atteindre les populations les plus reculées, les gens de l'informel et la masse. Donc, clairement, il y a avec le numérique des opportunités de croissance pour GGA et les acteurs du secteur de l'assurance. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel en tout cas, vous travaillez. Tu y crois, toi, en tant que... Bien sûr, j'y crois. Et pour moi, tu sais, Eric, tu connais bien le GGA. Nous, on est passé d'une niche internationale au local. Donc, avant, le GGA n'était spécialisé que dans l'expatrié résident en Afrique. C'est depuis 8 ans à peu près qu'on a commencé à faire des produits pour les Africains, des produits locaux, 100% Côte d'Ivoire ou 100% Sénégal ou 100% Afrique. C'est parce qu'on y croit vraiment. Et là, bien sûr, il faut encore monter d'un cran ou descendre d'un cran, je veux dire, dans le sens gamme et budget. Et on y croit, mais nécessairement, il faut obligatoirement passer par la technologie, les moyens numériques, le mobile money, l'intelligence artificielle, bien sûr. Tout ça, ça permettra d'atteindre la masse et d'automatiser les souscriptions, la gestion et les remboursements. Ok, parfait. Ali, reste en ligne avec nous. On va continuer
parce qu'on a encore une dernière personne qui nous rejoint depuis Bruxelles, c'est Amanda Sononsi, qui est de le EU Africa Business Forum. Et avec Amanda, merci Amanda de nous rejoindre. Est-ce que tu nous entends bien déjà? Oui, je vous entends. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, parfait. Moi, Merci beaucoup. ce qui m'intéresserait, d'ailleurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment avec toi de voir les sujets. Donc, ce prochain business forum, d'ailleurs, dans lequel s'inscrit aussi le CIAN, puisque sur la partie groupe de travail santé, j'y suis impliqué et le CIAN est présent avec l'EDCAM dans la préparation de ce forum pour emmener les entreprises à voir justement quelles sont les opportunités de business, je pense, quand on est une entreprise. Mais déjà, ma première, avant que tu nous présentes le prochain forum et les opportunités, comment est-ce que les outils que vous avez peuvent essayer aider à porter à l'échelle, justement à passer à l'échelle, parce que en fait, c'est le sujet pour nous essentiellement, c'est comment on passe à l'échelle des initiatives donc, qu'on a présentées ce matin. Et comment est-ce que vous pouvez y contribuer? Merci beaucoup, Eric, et un grand merci à Sian et tous les collègues qui ont été très, très actifs dans les travaux de la facilité. Et je voudrais peut-être dire quelques mots sur la facilité pour mettre un peu tout dans le contexte. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la Commission européenne, il y a un processus de dialogue public-privé. Et vous allez m'excuser, hein, je suis plutôt anglophone et j'ai du mal à. Vous allez avoir beaucoup de franglais aujourd'hui, alors je vous fais un disclaimer, comme on dit, d'office. Alors, depuis 2006, la Commission européenne, avec l'Union africaine, à un processus de discussion public-privé où les entreprises et les BSOs, hein, comme on dit, les organisations chapeaux du secteur privé comme le vôtre, sont les acteurs centrales. Et ça a commencé en 2006 et, et c'est un événement qui se fait tous les 3 ans et ça s'appelle le EU Africa Business Forum. Et dans ce forum, l'idée, c'est de mettre les compagnies africaines, le secteur privé africain et le secteur privé européen ensemble pour discuter des grands enjeux du continent et comment faire pour renforcer le partenariat, l'investissement, le commerce et les échanges entre les deux continents. Et ce processus, il y en a eu, je sais pas, 15, 10 différents forums. Et le prochain s'insère là, va arriver maintenant en 2025 à Luanda et on en parlera après. Alors, Eric, tu parles d'outils. Voilà, ça, c'est pas un outil financier, mais c'est un outil de networking. Alors, depuis 2024, la Commission a lancé un programme dont maintenant je chapeaute avec une équipe où on est en train d'appuyer au sein des délégations de l'Union européenne et en Afrique, il y en a 54. Et je pense que ça vous concerne parce que j'ai suivi les discussions des intervenants. Vous êtes dans le vif du sujet, vous cherchez des partenariats en Afrique et entre l'Europe. Et un des points d'ancrage, ce n'est pas le seul, un des points d'ancrage, ce serait à travers les délégations de la Commission européenne et les États membres dans l'optique de ce qu'ils appellent le Team Europe. Parce que dans chacun des pays où vous intervenez, il y a toujours une délégation, en principe, soit régionale, soit locale, aussi avec un écosystème d'États membres. Et à travers cet instrument, Eric, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des business forums, voulant dire des discussions d'entreprise, mais plus important, c'est des sessions de B2B et de B2G. Et le dernier qu'on vient de faire, c'est au Ghana, où le sujet de la pharmaceutique c'était Pharma and Health, était sur l'agenda. Alors voilà, ça c'est pour vous parler de un des outils et on fait aussi à travers vous-même et comment dire, d'autres partenaires, nous faisons des outreach pour vous inciter à participer dans ces événements.
À ces événements, vous avez la chance de déjà rencontrer les gens du gouvernement dans le pays où l'événement se tient. Alors, c'est une opportunité pour pouvoir faire du policy dialogue, pour pouvoir parler des réglementations qui sont problématiques. Si vous êtes en train de travailler au Sénégal, j'ai entendu le monsieur qui venait de parler, je pense qu'il est impliqué au Sénégal, ou si je me En Côte trompe, d'Ivoire, oui, il est en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, excusez-moi. En Côte d'Ivoire, il y a, Oui, alors nous vous sommes avez au la, Sénégal aussi, vous hein. êtes, j'ai Ah pensé, oui, c'est j'ai vrai. cru Si, nous entendre sommes aussi le aussi au Sénégal. Sénégal. C'est Ali, n'est-ce pas? Pardon. Allez, là. Et alors, c'est l'opportunité dans un événement de 2 jours, 2 jours et demi, de pouvoir interagir. Il y a des fois, c'est très difficile. Je sais bien, comme, euh, comme, euh, comme businessman ou comme quelqu'un qui est qui suit du côté du secteur privé, faire des déplacements à chaque fois pour aller dans un pays, c'est pas évident. Alors, ces forums sont peut-être un point d'ancrage ou un point d'entrée où vous pouvez à un moment rencontrer les gens, dialoguer et même utiliser les délégations comme un relais pour pouvoir faire passer ou faire organiser vos rendez-vous. Ça, c'est le côté pratique. Et puis, au sein de ces business forums, vous avez aussi la possibilité de rencontrer les DFIs, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est d'attirer autant que possible les DFIs européens et aussi les IFIs internationales, dont l'utilité de pouvoir les avoir très vite et de connecter avec eux pour des questions de financement, de dérisquage de fonds, et comme vous savez, les fonds de de-risking funds. Comme vous savez, la Commission européenne, à travers la BEI et aussi à travers les États membres et comme on appelle les Trade Promotion Agencies et les Development Finance Institutions, ils sont dans les derniers, je dirais, 10 à 5 ans, ils ont de plus en plus poussé les fonds à travers ces institutions pour pouvoir faire le de-risking of investment et de mettre en place aussi les fonds les lignes de crédit et aussi des grants possibles pour des gros projets d'investissement dans tous les secteurs. Et Alors, Amanda, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, parce que je vois que ça tourne, et puis j'aimerais qu'il y ait des questions quand même, que tu puisses rester pour les questions. oui. Euh, Est-ce qu'il y a des angles prioritaires, enfin, vraiment, dans les livrables attendus de ce prochain forum? C'est quoi le thème Alors, je thématique suis même pas venue au forum. Je viens très vite au forum, mais je voulais parler des outils comme tu parlais des outils. Et je pense que ces outils sont intéressants pour le secteur, pour votre secteur. Et ces outils de dérisquage, et il faut vraiment voir un peu ce que la BEI fait dans ce cadre. Alors voilà, ça c'est pour clôturer sur ce que j'appelle les business forums bilatéraux. Alors ça c'est un des avenues qu'on explore. Mais là, plus précisément, et je vais demander à ma collègue Ekta de mettre un lien pour vous inciter à vous enregistrer ou à donner un genre de expression of interest pour participer à l'événement. Alors, l'événement se tient le 24, le 25 en Angola, à Luanda. Ce Mm. sera un jour de panel de discussion et un deuxième jour dédié au secteur privé pour permettre au secteur privé d'organiser soit des showcases ou des business to government ou des engagements bien particuliers, genre si vous voulez faire un workshop très spécifique. Alors l'événement il y a 8 secteurs dont le pharma and health est un des secteurs, d'où Eric est aussi fait partie du Technical Working Group. Dans ces discussions, le focus va être plus ou moins sur tout ce qui est vaccine et les projets de MAV+. Il y a aussi le Digital One Health, un programme de l'Union africaine. Et aussi, ils vont mettre en avant tous les projets du Global Gateway. Ils ont un flagship qui s'appelle Safe Birth Africa, qui est pour maternal health. Et dans la même optique, on va aussi voir tout ce que à travers le African Union et la Commission européenne, le African Medicine Agency et l'Institut Pasteur de Dakar vont être comment dire, à l'agenda. Plus précisément, je pense que Eric, on a commencé une discussion avec
avec des entrepreneurs venant d'Égypte Mm. qui sont vraiment intéressés dans un programme que l'Union africaine déploie depuis une cinquaine d'années, qui est de mettre en place des centres de comment, cancer diagnostic and Le diagnostic du euh, cancer, des voilà, cancers. de cancer dans 35 pays. Et là, ils cherchent précisément des acteurs européens pour tout ce qui est la radiologie et les équipements, aussi les thérapies. Alors voilà, je ne sais pas si parmi les participants de cette réunion Des aujourd'hui, fournisseurs de il y a, dispositifs médicaux voilà, qui voilà, peuvent. ouais. Et ce sera aussi un des éléments sur lequel on va vouloir faire un deep dive Ouais. à Luanda. Voilà, Eric, je te redonne la parole et Merci Amanda, parce que merci beaucoup. tu montres qu'il y a vraiment sur ce secteur-là en particulier de vraies opportunités de business qui seront proposées. Ce ne sera pas que des discussions sur peut-être des enjeux, mais on va arriver sur des choses assez concrètes sur des projets, des initiatives. Et est-ce qu'il a encore temps, puisque je vois que tu as lancé un appel à inscription, c'est le bon moment de le faire, parce que ça va arriver effectivement assez vite le 24-25. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui pourraient être inscrites dans les showcases qui sont prévues en fait dans les sessions de présentation d'initiatives? S'il y a des entreprises ici qui suivent veulent présenter un projet qu'elles veulent déployer, est-ce que c'est possible et comment faire? Bah, je pense que déjà, toi, tu es notre point d'ancrage. Je Oui, je pense que sais. passer à travers toi, mais on a là, on vous a C'est bien. partagé C'est deux bien de liens. vous le dire. C'est bien qu'elle vous rappelle que si vous voulez, voilà. C'est passé par là. Mais bien sûr, aussi, vous pouvez nous mettre vos idées dans le chat. On vous a Euh, partagé deux liens. Un, c'est ouais, pour un genre de expression of interest, c'est pour, ça. euh, pour nous indiquer si vous voulez venir à Luanda, parce qu'on va commencer à envoyer des lettres d'invitation. Et le deuxième lien, c'est si vous avez des speakers que vous Mm. pouvez nous proposer. Le sujet, et là, je vais très vite demander à ma collègue de mettre le sujet du panel. C'est un sujet assez large, bien sûr, mais qui va vraiment focaliser sur l'aspect du financement, l'aspect régulation et l'aspect vraiment secteur privé, dans le sens quels sont les grands enjeux pour le secteur privé. Là, Un je petit vous peu mets le sur sujet. l'innovation aussi, Amanda. Justement, Pardon? là, il y aura aussi les innovations, comme on a vu tout à l'heure, qui Bien, oui, seront. Technology Innovation. Alors, le titre, il est Healthcare and Pharma meets Business, Strengthening Africa EU Resilience and Capacity through Manufacturing, Mutualizing Technological Innovation and Value Chain Development. Je pense que tout le monde a Voilà. compris, hein. Ça va? Donc voilà l'expression. En tout cas, merci Amanda. Très clair. Et on va partager aussi, bien sûr, tous les liens. On continuera, en tout cas, à travailler ensemble sur la préparation de ce business forum. Pour nous, ce sera évidemment un bon moment. Et je pense que en ligne comme ici, il y a certainement des personnes que ça va intéresser. Donc, reste en ligne avec nous. Si tu as encore quelque chose à ajouter, sinon on va passer à Non, merci on va beaucoup dire et maintenant quelques grand questions. merci à vous. Merci et à très bientôt. Je sais qu'on se reparle assez vite cette semaine, donc on va, euh, on va poursuivre. Merci donc à Amanda et l'équipe du EU, l'EABF Facility. On va passer maintenant aux questions. Donc on va ouvrir. N'hésitez pas déjà en salle et puis si on a en ligne, pareil. Hein, s'il y a des Virgile, je vois pas, mais si tu vois des questions pour qu'on puisse les prendre. Il y avait une remarque de Pierre Jacquemot sur les sources de financement. Oui. Et il me semble qu'il y avait aussi une question pour Amina de la Nadif. Si. Ah, alors, une question de Nada pour Amina. Alors, Nada Nadif qui est certainement connectée ou depuis Paris ou depuis le Maroc, qui nous dit comment Amina, ben, l'engagement, bien sûr, comment renforcer ses actions et inspirer les autres pays à travers des partenariats entre pays africains. Oui, effectivement. Ouais. Euh,
Belle question. En effet, c'est déjà faire ce que je fais aujourd'hui. C'est montrer que c'est possible, montrer qu'on peut y arriver. C'est prendre le temps d'aller à la rencontre des bailleurs, des entreprises, leur expliquer le programme, montrer l'impact Oui. et guider dans la démarche, donc les mécanismes possibles d'intervention. C'est surtout ça. Et après, c'est surtout qu'ils aient envie. Alors, tu peux nous parler un peu de la plateforme Business for Global Health, dont tu as pris la présidence de cette advisory board, et justement qui est un réseau, tu m'as Exactement. Nada a certainement Oui, accès à ça. oui, je pense, oui. Cette plateforme a réuni des engagés, comme j'aime le dire, les engagés étant pour moi toutes les personnes qui ont envie de contribuer à l'atteinte des ODD, personnes qui ont envie qui matérialisent cet engagement-là par des actions concrètes, des programmes efficients dont les résultats ne s'inscrivent pas juste sur un moment ponctuel, mais dont les résultats se veulent être des résultats pérennes, puisqu'on vient avec des programmes qui se peuvent être déroulés au fil des années. C'est un ensemble d'entreprises engagées donc c'est un réseau. Là, je pense qu'Amanda l'a bien souligné, le networking est extrêmement important. C'est un réseau qui permet, dans travers lequel on est en relation avec d'autres acteurs engagés, d'autres entreprises intéressées ou qui pourraient être intéressées aux différents programmes que nous mettons en œuvre et des entreprises qui peuvent mobiliser des fonds. Alors, ça peut être du cash, comme je l'ai dit, mais aussi tout simplement une expertise technique dans le déploiement des programmes. Mm. Alors, ce n'est jamais facile. Je pense que en RSE, c'est toujours très compliqué de parvenir à mobiliser et à intéresser notamment le secteur privé sur des sujets qui relèvent de la domaine de la santé, parce qu'il y a cette dimension, il faut comprendre ce que c'est, il faut pouvoir s'identifier, et il faut surtout faire comprendre que bon, ils ne perdent pas de l'argent, bien au contraire. Oui. Donc, Surtout si la santé n'est pas le cœur de métier exactement, de l'entreprise. exactement. Mais cette plateforme aujourd'hui traduit, parce que c'est plusieurs profils, hein. Il y a moi-même, il y a Nada, il y a docteur Nadia qui est là. Enfin, nous sommes nombreux déjà sur cette plateforme-là. Et chacun de nous traduit au quotidien, dans les projets ou les programmes que nous mettons en œuvre, euh, la, la pertinence de nos actions déjà. Et surtout le fait que oui, c'est possible. Alors, tout simplement, Inspirer, on arrive à inspirer inspirer ce d'autres qu'on avec des actions. entend faire. Ok, eh ben super. Bon, de toute façon, on va continuer à en parler. Et je pense que ce serait intéressant qu'à Luanda et en Angola, on puisse présenter aussi cette initiative, cette plateforme Oui. qui est plutôt francophone maintenant, mais qui a vocation Alors, à donc, on s'ouvrir. invite d'ailleurs, je pense qu'il y a une question. Pourrait Donc, peut-être même inviter Madame. Parce que ah je ben pense que, voilà. voilà, vraiment, je pense que là, autour de la table, nous avons vraiment tout un panel, des panélistes, mais vraiment éloquents et qui ont vraiment leur mot à dire. Euh, Bon, donc voilà. je leur envoie le lien, ils seront tout de suite mis sur la liste. Donc, préparez-vous, Ali, Amina. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous, Ingrid, mais ça peut être, euh, ça peut être intéressant que vous soyez là. Il y a, oui, si tu veux rapidement vous présenter, et puis Casimir, oui. Senior Manager for Health à la Africa Europe Foundation. Et je suis aussi responsable du Human Atlas à l'UNESCO. Voilà. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Merci pour l'invitation. Deux questions sur le domaine de casquette. Une, c'est effectivement sur le lien entre Accra et Luanda. Je pense que effectivement le Accra Compact qui est sorti en août pour la santé mentionne l'alignement du secteur privé à la sovereignty comment dire, la Souveraineté, oui. sanitaire Mm, de l'Afrique. Et ça doit, c'est un processus. On va organiser, nous, avec la Fondation, un événement deep dive sur ça qui s'appellera From Accra to Rwanda. Et effectivement, ça sera intéressant d'avoir. C'est un deep dive avec des petits comités d'institutions. Donc, Ok. c'est intéressant d'avoir quelqu'un du monde De l'entreprise. de l'entreprise. Ok. Tu as déjà la date? C'est à Berlin. Ok. Pendant les Golden Summit. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, bon, on va Super. faire ça. Donc, je pense que comme c'est un des sujets de la Aqua Compact, je pense que c'est très intéressant d'avoir de l'utiliser aussi anglais. C'est avant ou après? C'est juste avant Luanda? Non, c'est avant. Avant, ouais. C'était en octobre, En octobre.
En octobre, Ouais. Ah oui, c'est à Berlin, au Global Health. d'accord. Ouais. 12 octobre. 12 13. Et notre deep dive, ça sera les lundis 13 à 11 heures dans les continents. Super. Et pour le sujet, par contre, la casquette UNESCO, et donc, nous, Mm. l'UNESCO a signé une lettre d'entente avec les Human Cell Atlas, Ouais. c'est une initiative globale pour le mapping, le single cell mapping Mm. et la création d'une espèce de Google Maps Mm. corps humain à travers les cellules et aussi l'interaction avec l'environnement. Ça, ils ont un très fort intérêt en Afrique. Le consortium manque de l'initiative africaine. Il y en a, mais ils ne sont pas assez. Présente. Et donc, je pense que ce sera intéressant de l'amener à ce type de Ouais. forum à Luanda. L'initiative est aussi soutenue par les Wellcome Trust et d'autres organisations. Mais je crois que comme type l'UNESCO le soutient dans les plans de diplomatie scientifique, des Open Science. Et donc, je pense que l'amener à Luanda dans ce type de forum, Super. Ah ben, on note ça et on va certainement rester en contact pour les dates, Casimiro, avec plaisir. Tu peux compter en tout cas sur nous là-dessus. On n'a pas beaucoup parlé des startups aussi et de ce qu'elles emmènent actuellement aujourd'hui comme solution. Bon, Ali l'a un peu évoqué, mais il faut savoir qu'on a travaillé aussi avec tout un écosystème de startups dans un programme qui essaie de les détecter en Afrique parce que c'est souvent la difficulté, c'est de pouvoir détecter les startups qui proposent des solutions, ensuite les accompagner pour pouvoir les mettre en contact avec des investisseurs. Donc, il y a aussi un volet de travail qui porte là-dessus. Ça peut être intéressant de regarder ça ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent? Oui, je vois qu'il y a une main qui se lève. Oui, bonjour. Moi, je suis Lucas, je aborde de Médecins du Monde. Je suis responsable géographique pour l'Afrique de l'Ouest chez nous. Je me demandais quelles était la place que vous accordez dans vos dispositifs à la société civile, qu'elle soit locale ou les ONG internationales, dans vos projets, parce que on sait que depuis longtemps, l'expertise dans l'accompagnement, notamment des ministères de la Santé, sur tout un tas de dispositifs innovants, que ce soit sur des projets pilotes ou sur la formation des personnels de santé, cette expertise-là, elle est depuis longtemps du côté de la société civile et locale et internationale. Donc, je voulais savoir comment est-ce que vous inscrivez ces acteurs sur une connaissance de longue date dans votre écosystème. Et j'en profite pour présenter Cyrine en chemise bleue qui est En chemise bleue. également avec nous. Très bien. Merci. Bien, bien. Ah ben, je pense que c'est une question pour toi, Amina. Bien, si vous regardez. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous subventionnons un projet, nous sommes basés à Conakry. Donc, la Guinée, c'est un peu plus de 145 000 km². On est à peu près une population estimée à 14 millions. On ne peut pas être partout. Nous nous appuyons sur l'expertise locale pour la mise en œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un appel à projet, il va de soi que nous nous appuyons sur les appels, les soumissions sont portées par des fondations ou des ONG locales qui travaillent, nous veillons à ce qu'elles travaillent elles-mêmes avec des structures basées dans les zones géographiques dans lesquelles le projet va être mis en œuvre. Donc clairement, pour nous, c'est comme ça que nous travaillons. Et c'est un point d'attention parce que ça nous permet déjà, pour une question d'ancrage et de connaissance d'environnement, il faut que ces ONG opèrent dans le territoire. Et deux, c'est que ça permet aussi de la montée en puissance de ces ONG, très souvent qui sont mises de côté au bénéfice donc de plus grosses ONG, des ONG internationales. Alors, c'est pas facile parce que nous sommes assujettis à des règles de gouvernance assez rigides, on va dire ça comme ça, compliance oblige et autres. Mais nous faisons le devoir quand même d'accompagner les ONG, les petites ONG, enfin, la société civile, de les accompagner en termes de montée en compétences, de capacité, notamment pour tout ce qui est restitution et livrables attendus dans le cadre des subventions qui sont accordées. Mais c'est clairement quand on regarde le cas de la caravane santé, on a travaillé, c'est vrai, avec des entreprises ou des acteurs qui ont une empreinte internationale, mais au niveau de la Guinée, on a travaillé avec Visa Médical, qui est une start-up d'ailleurs, guinéenne, qui a proposé donc le suivi patient digitalisé avec les cartes patients. Et donc pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir travailler avec cette start-up-là qui aujourd'hui couvre quasiment tous les hôpitaux de la Guinée et qui est en train d'exporter sa solution.
Donc, on travaille avec la Croix-Rouge guinéenne, pas la Croix-Rouge, je pense, la Croix-Rouge guinéenne, les différents comités au niveau local, différents pays, différentes régions, et avec les grossistes en pharmacie donc, de la place. Donc, clairement, c'est un point d'attention vraiment, c'est un point sur lequel nous prêtons une attention assez pointue. Et en réalité, pour connaître un peu le programme aussi, c'est en général tout ce qui est mobilisation, ce qu'on appelle la mobilisation communautaire, ça se fait aussi souvent avec des acteurs de la société civile Locaux. locaux. Toute la partie éducation aussi, à la santé, tout ça, c'est fait avec des acteurs locaux, effectivement. Les programmes nationaux, même si en Guinée, il faut dire, ils ont bien joué le jeu, Ouais. de bonne volonté. Ils n'ont pas forcément l'expertise ni toutes les ressources humaines. Ils peuvent avoir l'expertise, mais pas toutes les ressources humaines pour accompagner un programme comme ça. Donc, nécessairement, effectivement, il faut s'appuyer sur les acteurs locaux. Mais oui, alors, je vois, il y avait une main qui était levée avant, et puis je vous passe la parole après. Merci. Michel Ferrand, je suis avocat. Je suis complètement incompétent sur les questions de santé, mais peut-être sur la partie financement, j'ai peut-être quelques idées. Il a été évoqué notamment des questions de financement par la taxation, etc. Euh, les États africains, pour moi, sont toujours en perpétuelle construction sur la question de la fiscalité. Et en revanche, il y a une forte tradition locale qui est celle du don et du partage. Quand vous avez réussi en Afrique, vous êtes tenu de partager avec le village, avec la tribu, etc., parce que sinon, vous n'êtes pas légitime. Et c'est un modèle qui n'est pas franchement celui de la taxation, qui est celui de la contrainte, etc. Souvent, vous avez d'immenses fortunes qui ont apparu ou qui sont en cours d'apparition et de construction en Afrique, mais ces fortunes apparaissent, un petit peu en collusion avec l'État et les autorités en place. Excusez-moi, je vais empiler beaucoup de gros mots. En collusion avec les États et les autorités en place, et cette collusion se fait parfois au détriment du système fiscal, parce qu'on trouve des arrangements, etc., pour que tout ceci fonctionne le mieux du monde. Alors, arriver et dire il y a un gisement de richesse absolument fabuleux, formidable, on va le taxer, oui, mais c'est méconnaître le système qui s'est construit sur l'opposé de la taxation en réalité. Alors que si vous venez plus sur le terrain du penchant et de la tradition locale qui consiste à dire vous vous êtes enrichi, bravo, maintenant, est-ce qu'il ne serait pas temps de restituer à votre environnement, etc., une partie de ce que vous avez accumulé, ça vous permettra de rendre votre richesse accessible et acceptable pour l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Je pense que c'est un discours qui peut très très bien porter. Et on a ici des personnes, qui sont en connexion avec des personnes qui sont enrichies considérablement. On a des techniciens de la générosité. Madame, vous travaillez dans une fondation, on a eu quelqu'un de la fondation Gates, etc. Donc, on a, je dirais, la modélisation technique pour dire, euh, vous, grande fortune africaine, vous pouvez faire le bien. Et est-ce que ça rapportera plus ou est-ce que ça rapportera moins que la taxation? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a un modèle, il y a une tradition africaine de générosité. Il y a un savoir-faire, on va dire, occidental de la fondation. Il y a un besoin qui est la santé. Est-ce qu'il faut forcément réfléchir avant tout fiscalité? Je ne sais pas. Alors, c'est un beau sujet. Je me demande si on ne devrait pas consacrer une question, enfin une commission complète. Il y a une commission d'ailleurs au financement. Moi, je veux bien. C'est pas pour éluder, hein, c'est pas pour éluder la question, mais je pense que quand on parle de souveraineté aujourd'hui des États africains, de souveraineté sanitaire, il y a un vrai sujet effectivement de comment est-ce qu'on pérennise un système de santé quand l'État n'est pas en mesure d'avoir les moyens de financer. Il y a aujourd'hui une réalité en Afrique, on a très peu d'États qui consacrent le minimum, qui est 15% depuis la déclaration d'Abuja, à la santé. Ça, ça c'est le premier sujet. Deuxièmement, après, il y a une capacité budgétaire aussi. Après, je ne parle même pas de problème de gouvernance et d'autres sujets qui nous embarqueraient sur des choses qui est que le premier poste de budget, souvent pour beaucoup d'États aujourd'hui, c'est le service de la dette. C'est de rembourser aussi de la dette. Donc, quand on a
beaucoup d'argent qui sert dans ce qu'on lève. Déjà, le peu qu'on lève, parce qu'il ne lève pas assez d'impôts, il faut rembourser la dette. Il ne reste pas grand-chose pour financer la santé. Donc, ou d'autres secteurs comme l'éducation. Donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important, mais la philanthropie, à notre sens, ne suffira pas, même si, bien sûr, il y a des choses à aller voir là-dedans, mais ça ne va pas suffire à combler le gap qui est en plus créé depuis encore cette année, qu'on a encore creusé sur ces sujets. Donc, mon sentiment, c'est qu'il faut effectivement pas oublier. Il y a la diaspora qui est là aussi, hein, des Africains qui vivent en dehors de leur pays d'origine, qui sont aussi un vrai levier. Rappelons quand même que ce que renvoient les acteurs de la diaspora vers les pays, vers le continent africain, c'est plus que l'aide publique et développement. C'est beaucoup plus. Ça, on ne le dit pas assez, hein. Là, on a parlé de 40 et quelques milliards, mais ce que renvoie la diaspora en Afrique, c'est plus, c'est beaucoup plus. Donc, il y a des mécanismes qu'il faut regarder, certainement, en financement innovant, mais c'est un beau sujet. C'est un Moi, beau je suis sujet. complètement d'accord avec ce que vous dites, et quand je parle de philanthropie, et je suis d'accord complètement avec ce que vous dites sur l'AFD, elle va structurellement aller décroissant, je pense, ne serait-ce que parce que l'Afrique s'enrichit et qu'on ne peut pas dire Ce ça. n'est pas le seul pays, la France, à être dans cette tendance. Exactement, c'est la philanthropie au sens local qu'il faut. Oui. Si Alors je peux peut-être me que tu peux permettre. dire un mot aussi, Amina, là-dessus. Monsieur a effectivement indexé un point qui est culturel dans nos traditions, dans notre façon d'être. On donne à la communauté, dans le voisinage, dans le village d'où l'on vient, on contribue. Mais on le fait sans le formaliser. Et en général, ceux qui le font n'ont pas envie non plus d'en faire étalage. Quand on donne sans attendre en retour, on ne donne pas pour faire de la publicité pour soi. Donc, le défi qui est la thématique à laquelle on peut être confronté, c'est vrai qu'ils sont prêts à aider, mais aider dans l'ombre. Alors, c'est comment réceptionner ces enveloppes-là, donc en termes de gouvernance, de traçabilité, ou ces contributions-là pour les justifier ces fonds-là dans le projet. Donc, certains ont commencé à travers leur entreprise donc, de créer donc, d'amorcer des programmes ou de mettre en place des associations ou des fondations, mais pas tous n'osent pas. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que de manière générale, l'environnement soit plus tolérant et qu'au niveau réglementaire, on les accompagne. On les accompagne parce que souvent, ils ont peur de trop en faire et qu'il soit un effet boomerang et qu'ils soient sollicités. Donc voilà, c'est l'équilibre qu'il faudra trouver. Mais je reconnais que beaucoup font. En toute discrétion, on apprend qu'ils ont fait, ils n'en font pas étalage. Maintenant, le défi, c'est que nous puissions peut-être trouver le moyen de recevoir ces fonds-là, Et canaliser, canaliser et que ce soit structuré. Très bien, ben, il y a une belle. Oui, Pour associer la commission éthique et corruption. exactement. Ouais. Là-dessus et C'est ça. financement. Oui, c'est ça, C'est c'est un ça. beau sujet. Exactement. Voilà, il y a un beau C'est sujet. ça. Casimiro, et puis je crois que madame, non, elle avait demandé la. Excuse-moi. Elle Non, avait non, c'est demandé. pas pour moi, c'est que j'avais vu la main levée sur le... Ah, d'accord, à l'écran. Mais merci, merci. On va peut-être vous passer la parole et puis on va revenir à la personne qui a levé la main. Allez-y. Ok, my name is, je m'appelle Alexandra Zainlawa. Yeah. Je suis de Anima de Alliance for International Action, une Oh, ONG welcome. humanitaire, médicale, et je suis ici avec Lysia Salazar. J'ai une remarque et une question. Alors, une remarque, sûrement le continent africain est un marché propice pour la santé. Oui. Il y a une population grandissante et beaucoup de maladies et beaucoup de malades. En fait, on a parlé beaucoup de diagnostic et je félicite aussi la Fondation Orange pour les programmes diagnostiques diabète, maladies cardiovasculaires, parce qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, il faut les soigner. Ouais. Ça devient vite très cher, hein, Monsieur Atti. Si vous avez plusieurs diabétiques, alors ça ne va plus être rentable. La deuxième question, c'est aussi comment se couvrir les médicaments. Et là, je deviens à ma question, parce que nous, chez Alima, on est vraiment dans des pays voilà, très en besoin des crises de guerre. On a beaucoup de mal à se procurer des médicaments. Et je pense que c'est très important justement de promouvoir
une production. Et là, Amanda, je ne sais pas si vous m'entendez Oui, encore. elle est encore là. Africa Summit, et justement, vous avez mentionné le manufacturing, Oui, et ça, c'est justement d'investir dans les productions, c'est important. Maintenant, étant allemande, je sais qu'il y a beaucoup de petites moyennes entreprises en Allemagne qui investissent. BioNTech a justement ouais, fait un grand investissement au Rwanda, ouais. mais ils ont des problèmes, hein. Oui, mais il y a aussi, ils sont aussi sur le Sénégal avec l'Institut Pasteur, je crois, également. Mais Ouais, les ouais. productions, ils essayent de monter Ouais, ouais, en Rwanda. Et là, c'est la question de la formation, parce que bien pour sûr. produire, il faut aussi former les gens. Mhm. L'investissement en soi, on a parlé, c'est difficile. Et on a aussi beaucoup parlé de l'investissement institutionnel. Mhm. Quid où on est pour l'investissement privé? Mhm. Qu'est-ce qu'il fait des siennes? Malheureusement, le président est parti, mais peut-être vous pouvez m'éclairer. Parce que si on est honnête, un investissement dans une production de médicaments, vaccins, équipements santé, c'est comme une mission start-up. On ne sait pas si ça va être rentable. Mhm. Alors, ça pourrait quand même intéresser des investisseurs privés, hedge funds, investment funds. Alors déjà, Amanda, quel est le pourcentage de la participation des fonds investissement privés sur le EU African Summit et qu'est-ce qui fait le ciel pour justement aider les entreprises françaises pour trouver des investissements privés? Alors, si je peux répondre à cette dernière question, Ouais. en tant que SIAN, donc, je co-préside aujourd'hui le groupe de travail sur la santé pour le EU Africa Business Forum, pour justement essayer d'avoir déjà un agenda qui soit bien aligné avec tout ce qu'on est en train de raconter depuis ce matin. Et sur les sujets d'opportunités, il y a des entreprises pharmaceutiques hein, en France, mais elles ne sont pas toutes, hein. Il faut aller chercher, pas sur les sujets de diagnostic, mais chez les Allemands, chez les Hollandais. Donc, il faut constituer, en fait, il faut identifier les solutions. Amanda a parlé de ce projet, notamment sur le cancer, ce qui est sur le diagnostic. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut aussi les traitements, hein. Et donc là, il faut, sur toute la chaîne, en fait, identifier quels sont les fournisseurs de solutions, des fabricants. Mais un point qui me semble très important dans ce que vous avez dit, c'est que le produit n'est pas tout. Il faut former souvent et avoir des bailleurs de fonds et des investisseurs qui acceptent de financer ce soft, cette partie qui est essentielle, ce qui est la formation. Et la numérisation aussi qui va avec, les chaînes d'approvisionnement. Enfin, ouais, ouais, donc c'est quand même un sujet qui n'est pas simple, mais nous y travaillons. Alors, on n'est pas un investisseur en tant que tel. Le CERN n'est pas d'argent dans ces projets, mais à ce réseau qui nous permet d'identifier les différents partenaires et aussi les investisseurs. On pourra en parler si vous voulez plus longuement, mais je pense qu'on commence, on est très vraiment, on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe là sur la prochaine réunion de l'UNDA parce qu'on aura à ce moment-là l'opportunité d'amener des projets concrets. Ce qui est important, c'est d'arriver avec des projets et d'identifier justement des opportunités de financement, pays par pays. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut maintenant raisonner de manière très concrète et ancrée localement dans. Il y a des personnes aussi qui pourront témoigner de ce qui peut être, de ce qui peut être fait dans d'autres territoires comme Madagascar. Je sais que on a des pays qui sont représentés ici que le forum pourrait intéresser aussi. Donc, on pourra continuer. Alima, en tout cas, vous êtes membre du CIAM, je crois aussi, hein, il me semble, hein, Alima et c'est une ONG À travers des personnes qui sont OK, qui apportent leur contribution en tout oui, cas. voilà. Voilà. Donc en tout cas, c'est un sujet, bien sûr, et n'hésitez pas à vous inscrire, hein. C'est sur la. Alors, Amanda, je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Oui, Amanda, il y avait une question pour toi, ton Oui, micro oui. occupé. Il y avait une question pour moi de la dame. J'ai pas saisi son nom. Elle dit, Excusez-moi. elle disait quelle était la part. Est-ce que vous voulez la question que vous posiez, c'était quelle était la part Des La part, DFIs. de Des DFI, ouais, DFIs, oui. ouais, vous Alors, avez des fonds d'investissement, des hedge funds, oui, justement des
des acteurs d'investissement. Ils vont être présents à Luanda. Ils Oui, sont là. ouais. Alors, peut-être on est en train en ce moment de récupérer tous les noms des potentiels participants et panélistes, mais Mm. je peux vous donner une petite indication, c'est que nous avons 8 groupes de travail et on a eu des réunions depuis le début de mai. On a eu près de 400, on a eu 400 personnes sur huit groupes de travail. Et dans chacun des groupes, nous avons les grosses pointures, comme on dit. On a la Mm. BEI, on a le EDFI, qui est le European Development Finance Institution, Merci. on a le IF, oui, pardon, EDFI. Nous avons aussi les bilatéraux européens qui se présentent à ces réunions et je pense qu'on va avoir une bonne représentation du secteur investissement financier. Les hedge funds, je suis pas vraiment sûre à ce stade. Je dois aussi vous informer que on s- cet événement s'est annoncé un petit peu tard dans l'agenda ou dans le calendrier. Mais aussi, j'ai oublié de dire, Eric, que l'événement se fait back-to-back avec le sommet EU Afrique, qui est Mm. vraiment très, très intéressant dans le sens où, au même moment où nous, on va être en train de rencontrer le secteur privé, à 3 minutes de l'hôtel où on sera logé, où l'événement se tient, il y aura le sommet EU Afrique, ce qui veut dire on aura aussi dans la capitale au même moment où le secteur privé y est, Ah, les oui. représentants africaines et européennes des différents pays. Mm. Euh, et là, vous allez voir, c'est surtout des premiers ministres, des ministres de Finances et des ministres d'économie qui se présentent à ces événements. Voilà. Si Très ça bien. est-ce que Une je pourrais raison. faire un partage de mon écran pour mettre un scan? Peut-être comme Oui, ça, oui, 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 tout à fait. Mais les je pense que si, participants peuvent... ouais, il faut lui donner l'accès. Il faut juste, c'est possible de faire il faut cliquer sur partage. Partager. On va bientôt conclure. Il y a une main qui se levait. C'était laquelle alors du coup? C'était elle. Voilà. Donc voilà, il est à l'écran, le QR code. Donc il faut se le flasher pour pouvoir avoir toutes les informations. Voilà. Alors là, Ça, c'est pour l'expression d'intérêt. Et voilà. puis, il y a un autre qui est si vous voulez Alors participer comme un showcase ou panéliste. voilà. Donc vous avez les deux. Donc c'est fait. Et puis on va certainement aussi mettre cela dans les documents qui vont être donnés à la suite de la réunion. Donc le table ronde touche à sa fin. S'il n'y a pas d'autres questions, un mot rapidement, mais un mot de chaque, un petit mot de conclusion. Et ça ne va pas forcément la conclusion, mais si tu veux dire un petit mot, toi Ali, qui est en ligne, un mot, hein, mais très court. Hein. Oui, alors très courtement, alors pour atteindre la souveraineté sanitaire africaine, il faut trouver l'équilibre entre le public et le privé. Donc on se complète, il y a beaucoup à faire. Il faut croire aux startups, tu as évoqué les startups, il faut y croire. Il faut croire à la digitalisation, il faut croire à la solidarité. On peut pas compter toujours, enfin, on peut pas continuer à compter que sur la générosité de l'étranger, des autres. Donc, je pense que l'Afrique doit quand même se prendre en charge. Le Covid a révélé une grande fragilité. Je pense qu'il faut se mettre à la tâche, que ce soit côté État, gouvernement, euh, programme à santé universelle, taxation, que ce soit assurance privée, tout le monde doit s'y mettre. Et certainement que la baisse les coupes budgétaires actuellement dans l'aide publique au développement va peut-être booster tout ce travail-là. Certainement, comme disait Amina déjà hier dans une interview que nous avons eue à RFI avec toi aussi. Alors, Amanda, si tu veux dire un petit mot rapidement avant qu'on ne se quitte, mais je crois que tu as déjà partagé tes QR codes. Peut-être est-ce que tu as déjà tout dit ou Un tu veux mot dire un mot de plus? Oui. juste pour dire que l'aspect networking est extrêmement important, pas juste pour faire les affaires, mais aussi pour les échanges d'idées et je Ouais. pense aussi pour les startups. Je pense que les networking
moins important pour les grosses compagnies, mais plus pour les petits, moyens et les startups. C'est vraiment là où les gens peuvent changer et faire des connexions parce que le business it is about networking. Merci. Absolument. Merci, merci beaucoup. And last but not least. Je pense qu'ils ont tout dit. Peut-être que je rajouterais simplement que investir dans la santé en Afrique est une véritable opportunité puisque pour les casquettes entreprise et business, c'est une nécessité parce que si on veut une économie forte, il faut qu'on ait aussi des communautés et des populations fortes, en bonne santé, mais que ça ne se fera pas sans la partie évidemment publique, en tant que filet social, on en parlait hier. Et enfin, aujourd'hui, la RSE, ce n'est plus une démarche volontaire, c'est une obligation pour qui veut s'inscrire dans une démarche pérenne. Donc, j'inviterai le secteur privé et les entreprises à, à s'y pencher, à s'investir de plus en plus et on n'a pas besoin de milliards, mais des petits projets, tous cumulés les uns aux côtés des autres, peuvent faire la différence, notamment dans la santé. Superbe. Après avoir parlé beaucoup d'efficacité, de tout ce qui est aide, on va maintenant parler de localisation et co-investissement, partenariat public-privé, et c'est pas plus mal. Merci. Merci à tous et on va vous laisser évidemment tous les éléments, les docus, ce qui a été partagé aujourd'hui. Ce samedi à 10h10, temps universel, nous avons fait hier une émission à RFI, dans l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur le thème justement des financements. Toute la semaine, on va passer sur les plateaux là, avec profitant que tu sois là, mais d'autres en distanciel. Ali était avec nous ici hier. Donc ce samedi, 12h10 heure Paris. Donc il y aura cette émission sur les financements. Il y aura de beaux reportages sur ce qui se fait en RDC en Guinée, avec justement l'impact des coupes budgétaires et comment les acteurs s'organisent aujourd'hui avec les entreprises. Donc, je vous invite à écouter tout ça. Et puis, notre nouvelle, je ne sais pas si tu as une actualité à partager sur ta commission bientôt. Non, il n'y a pas de réunion qui arrive. Il y a une réunion en novembre qui s'organise. OK. En fait, au sein de la commission RSE, ESG et RSE, on va aborder les partenariats avec les ONG, la collaboration avec les collectivités territoriales, dans le cadre de la coopération décentralisée. Et la prochaine, c'est l'impact des fondations. Ouais. Voilà. Ça va être intéressant. L'impact des fondations d'entreprise. Ouais. Non, ça, c'est un beau sujet. Donc, il faudra certainement reconnecter tous certains ici, que ça va certainement intéresser. On va vous remercier et puis vous recevrez de toute façon les contenus qui ont été partagés. À bientôt. On garde contact. Ouais.